En franchissant sa porte, je n'étais pas celle qu'elle aurait choisie. J'étais la réalité de son fils, pas son idéal. J'ai essayé de ne pas laisser cela me consumer. Vraiment. Je me suis concentrée sur les aspects de la planification du mariage qui m'apportaient de la joie, les fleurs, la playlist, ce moment où j'ai trouvé la robe. Je me suis entourée d'amis qui me rappelaient qui j'étais, qui me voyaient pleinement et sans condition. Mais même dans ces moments de joie, la présence d'Evelyne se faisait sentir, un appel téléphonique par-ci, une suggestion par-là, toujours enveloppée de sollicitude, mais dégoulinante de désapprobation. Elle ne voulait pas seulement façonner le mariage, elle voulait me remodeler. J'ai commencé à remarquer des schémas. Elle laissait tomber des petites comparaisons, toujours sur le passé de Nathan. Sophie faisait le meilleur gâteau au citron. Nathan adorait ça. Ou, tu sais, Sophie ne portait jamais de robe bustier. Elle trouvait qu'elle manquait d'élégance. Comme si j'étais une remplaçante, une version inférieure, l'ombre de quelqu'un qu'elle souhaitait toujours voir aux côtés de son fils. J'ai ri jaune. Que pouvais-je faire d'autre? Faire une scène? Être là, fiancée difficile? Non. J'ai joué le rôle, la future mariée gracieuse, la femme imperturbable. Mais à l'intérieur, je commençais à souffrir. Parce que je pensais épouser Nathan. Vraiment. Je pensais que l'amour suffisait. Mais Evelyne n'était pas juste une partie du lot, elle avait sa propre idée de ce à quoi ce lot devait ressembler, et elle n'avait pas fini de le modeler. Elle disait qu'elle voulait juste aider. Evelyne est arrivée cet après-midi-là avec un plateau de biscuits et un carnet rempli de suggestions non sollicitées. Ça ne te dérange pas si je m'assois, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, déjà à moitié dans la pièce. J'ai souri. Que pouvais-je faire d'autre? Je l'ai laissée s'installer pendant que j'essayais de me concentrer sur les centres de table et le plan de table. Mais chaque fois que je prenais une décision, elle avait une correction gentille à apporter. Tu es sûr pour le bordeaux? Nathan a toujours aimé le bleu marine. Ce placement de table pourrait bloquer la vue des personnes âgées. Ce n'était pas du soutien, c'était de la surveillance. Les heures ont passé. J'ai gardé mon calme, j'ai continué à respirer. Puis, aussi soudainement qu'elle était arrivée, Evelyne s'est levée et a dit qu'elle devait partir. Oh, j'ai complètement oublié. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Ça ne te dérange pas si je file, n'est-ce pas? Elle est partie avec un baiser sur la joue et ce sourire si familier qui ressemblait toujours plus à une signature qu'à un geste. Je l'ai regardée partir, j'ai expiré et je me suis retournée vers la table de la salle à manger encombrée. C'est là que je l'ai vue, son téléphone posé sur le coussin de la chaise, écran allumé. Je ne voulais pas regarder, je le jure. Mais l'écran s'est allumé tout seul, un aperçu de message, juste un nom et une ligne de texte. Sophie, est-ce qu'il a parlé de moi? Tu penses qu'il se soucie encore de moi? Mon estomac s'est retourné. Sophie, comme la Sophie? L'ex de Nathan? Celle qu'Evelyne ne cessait de mentionner? J'ai attrapé le téléphone, les mains tremblantes, avant même de réaliser que je retenais mon souffle. Je me suis dit de ne pas l'ouvrir, que ce n'était pas mes affaires. Mais après tout, qu'est-ce qui était encore mes affaires? J'ai appuyé sur le message, puis sur un autre, puis sur tous. Mes yeux ont parcouru la conversation, mon cœur battant plus fort à chaque mot. Evelyne et Sophie se parlaient depuis des semaines. Pas seulement pour prendre des nouvelles, mais pour comploter, se concerter. Evelyne la coachait sur où aller, quoi dire, même comment s'habiller. Cette librairie sur la 7e? Nathan y va toujours le samedi. Porte le chemisier vert, il a toujours aimé celui-là. J'étais malade. Ce n'étaient pas des mentions passives du passé, c'étaient des plans de sabotage. Evelyne n'espérait pas seulement que je me retire, elle préparait activement le terrain pour que quelqu'un d'autre prenne ma place. Il y avait des messages sur des souvenirs, des regrets, des rencontres, accidentelles, et le pire de tout, les encouragements d'Evelyne, rappelle-lui qu'il était avec toi. Il est juste confus. Confus? Non. Nathan n'était pas confus. Il allait m'épouser. Nous avions une vie ensemble. Du moins, c'est ce que je pensais. Et c'est là que j'ai vraiment compris.
Il ne s'agissait pas de savoir si j'étais assez bien, mais du fait qu'Evelyne ne lâchait pas prise sur la personne avec qui elle pensait que son fils aurait dû finir. Il n'avait jamais été question de goûts musicaux, de choix de cérémonie ou de robe. Il s'agissait de contrôle. Et maintenant, j'avais la preuve entre les mains, brillant froidement et cruellement à la lumière de l'écran. Je suis restée assise longtemps, le téléphone toujours à la main, son poids bien plus lourd qu'il ne devrait l'être. Mon esprit s'emballait, repassant en boucle chaque pic poli, chaque sourire calculé, chaque suggestion qu'Evelyne avait faite sous couvert de gentillesse. Tout prenait sens maintenant. Elle ne m'avait pas seulement désapprouvé, elle avait activement essayé de m'effacer, dans mon dos, chez moi, tout en me souriant à ma propre table. Et Sophie? Elle n'était pas innocente non plus. Ces textos dégoulinaient de familiarité, d'un espoir dont je n'avais pas réalisé qu'il était encore vivant. Tu penses qu'il me regrette? Je devrais lui dire bonjour si je le vois. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la stratégie. Comme si elles pensaient toutes les deux que si elles jouaient assez longtemps, je finirais par céder. Mais je n'allais pas céder. Pas maintenant. Pas après ça. Mon mariage n'était pas un champ de bataille, et je n'allais certainement pas être une victime. Je savais que j'avais deux choix, la confrontation ou le calcul. Mon sang bouillait pour l'un, mais quelque chose de plus profond en moi murmurait pour l'autre. Je ne voulais pas me battre, je voulais de la clarté, de la vérité, du pouvoir. Alors, j'ai posé le téléphone sur la table et j'ai expiré lentement, délibérément. Evelyne avait laissé une trace, et je venais de ramasser la carte. Je ne me suis pas précipitée dans une confrontation. Je n'ai pas crié, ni jeté le téléphone, ni exigé de réponse. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse, concentrée. Il y a une certaine forme de pouvoir dans le silence, le genre qui met les gens mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas ce que vous savez. J'ai commencé à tout observer, les expressions de Nathan, son emploi du temps, même ses petites anecdotes sur sa journée. J'écoutais, non seulement ses mots, mais aussi les silences entre eux. Et lentement, des choses ont commencé à faire surface. Un soir, j'ai demandé avec désinvolture, « As-tu vu quelqu'un que tu connaissais à la librairie le week-end dernier ?» Ses yeux se sont levés, juste une seconde, puis il a souri. En fait, oui, Sophie, contre toute attente. Bizarre, non. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'être aussi surprise que lui. Il m'a dit que c'était aléatoire, bref. Elle a dit bonjour et est partie. Mais j'en savais plus, car j'avais déjà lu le message qui lui disait exactement où être et quoi porter ce jour-là. Mais je n'étais pas prête à l'accuser. Pas encore. Je devais savoir s'il était complice ou simplement pris au milieu du plan de quelqu'un d'autre. Mon cœur voulait lui faire confiance, mais mon instinct était méfiant. J'ai donc joué le rôle, la fiancée compréhensive, la partenaire confiante, tout en rassemblant les pièces d'une vérité que je n'avais pas demandée, mais que je ne pouvais plus ignorer. J'ai commencé à tester les limites petit à petit, mentionnant des choses qu'Evelyne avait dites, juste pour voir comment Nathan réagirait. Parfois, il la défendait, d'autres fois, il changeait de sujet. Il avait l'air fatigué ces derniers temps, distrait, comme si quelque chose le tirait dans deux directions. Je connaissais ce sentiment, car je commençais à vivre la même déchirure, une moitié de moi s'accrochant à l'amour que nous avions construit, l'autre moitié se préparant à le voir se briser. Et j'ai continué à attendre, à observer, à tracer les lignes entre les manigances d'Evelyne et les réactions de Nathan. Un matin, tôt, avant que le soleil ne se lève complètement. Nathan dormait à côté de moi, respirant doucement. Je suis restée allongée, les yeux grands ouverts, me demandant si je n'exagérais pas tout. Peut-être étais-je trop sensible. Mais ensuite, je me suis souvenue des messages, des mensonges maquillés en coïncidence, de la façon dont Evelyne jouait les marionnettistes avec une femme qu'elle espérait voir me remplacer. Non, ce n'était pas dans ma tête. C'était orchestré. Alors, au lieu d'affronter le chaos, je l'ai étudié, comme quelqu'un qui trace les fissures d'un barrage, attendant de voir laquelle céderait en premier. Je devais savoir qui était vraiment Nathan lorsqu'il n'était pas guidé, lorsqu'Evelyne ne chuchotait pas. Et je devais en être sûr avant de me tenir devant nos familles et de dire « oui ». Dans le calme de ces jours, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas, la clarté. Pas seulement à propos de Nathan ou d'Evelyne, mais à propos de moi-même.
Je n'étais plus la femme qui croyait autrefois que l'amour seul pouvait tout arranger. Je devenais quelqu'un de plus perspicace, de plus stable. J'ai arrêté d'essayer de me faire bien voir d'Evelyne. J'ai arrêté de justifier son comportement à mes propres yeux. Au lieu de cela, j'ai commencé à écrire tout ce que je savais, les dates, les messages, les schémas. Je ne planifiais pas de vengeance, je me préparais à la vérité. Il faut reconnaître que Nathan ne m'a jamais donné de raison de douter directement de sa loyauté. Mais c'est ce qui rendait les choses plus difficiles. Il semblait sincère. Il me prenait toujours la main la nuit, m'appelait toujours sa paix. Et peut-être était-il vraiment pris au milieu. Peut-être ne voyait-il pas la tempête qui se préparait derrière lui. Mais cela ne voulait pas dire que je devais y entrer aveuglément. Je devais savoir qui était à mes côtés et qui se tenait juste assez près pour me regarder tomber. Alors, j'ai fait un choix. Je n'annulerai pas le mariage. Pas encore. Je ne donnerai pas à Evelyne la satisfaction de penser qu'elle avait gagné. Mais je ne la laisserai pas non plus continuer à réécrire le scénario. C'était toujours mon histoire. Et si elle voulait un spectacle, je lui en donnerais un. Le dîner de répétition était magnifique, une lumière chaude, des verres qui tintaient, le doux murmure des conversations. Exactement ce que l'on imagine la veille d'un mariage. Tout le monde n'arrêtait pas de dire combien tout était parfait. Evelyne rayonnait à travers la pièce comme la fière matriarche, complimentant les fleurs, serrant dans ses bras des parents qu'elle tolérait à peine. Je l'observais, me demandant quelle part de cette soirée elle pensait avoir écrite. Elle avait l'air si confiante, si sûre d'elle. Je la laissais faire, pour l'instant. Je suis restée calme. J'ai salué les invités, ri aux vieilles histoires, tenu la main de Nathan comme si c'était une célébration comme les autres. Personne ne savait ce que je savais. Personne n'a vu les pages de messages imprimés soigneusement rangées dans la poche arrière de mon manteau. Chaque pas, chaque respiration, était délibérée. Et quand le moment du toast est arrivé, je me suis levée lentement, sentant mon pouls régulier et déterminé. Je n'étais pas nerveuse, j'étais prête. J'ai souri à l'assemblée, un vrai sourire. J'ai remercié tout le monde d'être venu, parler d'amour, d'engagement et de la chance que j'avais. Les gens ont hoché la tête, les verres se sont levés. Puis, je me suis tournée vers Evelyne. Elle m'a souri, si douce, si fière. Et c'est là que je l'ai dit. Certains ont planifié un mariage. D'autres ont planifié des retrouvailles. Des retrouvailles qui ne m'incluaient pas, la pièce s'est figée. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Et le sourire d'Evelyne s'est fissuré. J'ai laissé le silence s'installer, juste assez pour piquer, pas assez pour étouffer. Puis, j'ai plongé la main dans mon manteau et j'ai sorti les pages pliées, les messages d'Evelyne à Sophie, imprimés en entier. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. Je me suis simplement dirigée vers Nathan et je les lui ai tendus. Ses sourcils se sont froncés en lisant les premières lignes. Puis, son visage a changé, lentement, comme si la vérité se dévoilait en temps réel. À la 2e page, il ne respirait plus. À la 3e, il ne clignait plus des yeux. Evelyne s'est levée à moitié, sa chaise grattant maladroitement le sol. Ceci est complètement sorti de son contexte, a-t-elle commencé, la voix tendue. Mais il n'y avait plus de contexte à manipuler. Les mots étaient les siens, écrits, envoyés, complotés. La salle n'était pas confuse, elle était choquée. Et je pouvais sentir tous les regards se déplacer de Nathan à Evelyne, puis revenir vers moi. Personne n'a interrompu. Personne ne savait comment. Nathan a levé les yeux, sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Et à ce moment-là, je l'ai senti, le changement. Non seulement dans la pièce, mais en moi. Je n'étais plus la fille qui essayait de gagner sa place à table. J'étais la table. Et je venais de retirer la chaise sous la femme qui pensait pouvoir me placer où bon lui semblait. J'ai regardé Evelyne, vraiment regardé. Ses lèvres tremblaient. Ses mains se sont agrippées au bord de la table comme si cela pouvait l'empêcher de s'effondrer. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Pas de réponse polie, pas d'insulte subtilement voilée, pas de diversion intelligente. Juste l'écho fragile de son silence. Je me suis retournée vers Nathan.
Tu as essayé de choisir sa femme, ai-je dit, calme et posé, mais tu n'es pas celui qui l'épouse. Ni celui à qui je dois rendre des comptes. Et je le pensais, chaque mot. La pièce était silencieuse comme un tombeau. Pas de tout, pas de chuchotement, juste le poids de la prise de conscience qui pesait sur tout le monde comme si la gravité avait doublé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement reculé, pris mon verre et bu une gorgée. Parce que lorsque vous dites la vérité avec grâce, l'impact est plus fort que n'importe quel cri. Et ceci était à moi. Je n'avais pas besoin d'excuses pour le moment. Je n'avais même pas besoin d'explications. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace. Et maintenant, je l'avais. Parce que le silence qui a suivi n'était pas le mien à rompre. C'était celui d'Evelyne. C'était celui de Nathan. C'était celui de tous ceux qui avaient souri et hoché la tête sans voir. Mais ils voyaient maintenant. Nathan m'a retrouvé dehors après le dîner, silencieux, hésitant, comme s'il approchait une étrangère. Il a dit mon nom doucement, comme s'il pouvait se briser s'il le prononçait trop fort. Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Je te le jure, Lara, je n'avais aucune idée qu'elle faisait tout ça. Ses yeux étaient suppliants, pleins de panique et d'incrédulité. Et pour la première fois, je l'ai cru. Je pouvais le voir sur son visage, le choc était réel. Mais cela ne changeait rien à ce que je devais lui demander ensuite. Si tu ne savais pas, ai-je dit, pourquoi ne l'as-tu pas vue? Pourquoi n'as-tu pas remarqué comment elle me parle, comment elle ne m'a jamais vraiment accueilli? Ma voix n'était pas en colère, juste fatiguée. Fatiguée de faire semblant. Fatiguée d'espérer que quelqu'un d'autre dénoncerait ce que j'avais ravalé pendant des mois. J'avais besoin que tu me protèges. Pas du monde, juste d'elle. Il a commencé à parler de nouveau, mais j'ai levé la main. Si tu ne peux pas te placer entre ta mère et moi maintenant, tu ne le feras jamais. C'est là que j'ai compris que l'amour ne suffisait pas. Pas s'il s'accompagnait d'angles morts et d'hésitation. J'ai regardé l'homme que je devais épouser et j'ai vu quelqu'un qui se souciait profondément de moi, mais qui n'agissait pas avec détermination. Et ce n'était plus ce que je voulais. Ni ce dont j'avais besoin. J'ai donc pris la décision, celle que je n'aurais jamais pensé devoir prendre. Je n'ai pas fait de scène, pas de larmes, pas d'ultimatum. Juste une respiration calme et régulière, et la vérité. J'ai dit à Nathan que le mariage était annulé. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je m'aimais plus. Parce que la paix ne devrait pas nécessiter de permission et que la loyauté ne devrait pas être conditionnelle. Il m'a supplié de reconsidérer, a promis de parler à Evelyne, de fixer des limites, de tout arranger. Mais ces promesses arrivaient trop tard. On ne peut pas reconstruire des fondations après la tempête si on n'en a jamais coulé auparavant. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages, non pas avec colère, mais avec détermination. J'ai laissé la robe pendre dans le placard, les cartons de table, les maquettes florales, le plan de table soigneusement préparé. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'est que j'avais trouvé ma voie et que je l'avais enfin utilisée. J'ai quitté la maison que nous étions censés partager pour une vie que je construirais pour moi-même, une vie non filtrée par le jugement d'Evelyne ou l'indécision de Nathan. Et honnêtement, c'était libérateur. Il y a une étrange forme de liberté à annuler un mariage. Les gens s'attendent à du chagrin, du drame, du chaos. Mais ce que j'ai ressenti le plus, c'est la clarté. Tout le monde n'a pas la chance de ressentir cela avant de dire « oui ». Moi si. Et j'ai choisi de dire « non ». Les mois ont passé, et tandis que le monde continuait à poser des questions, je n'avais aucun intérêt à y répondre. J'ai avancé, silencieusement, puissamment. J'ai lancé ma propre entreprise de design, quelque chose que j'avais repoussé pendant des années en essayant de me fondre dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai voyagé. J'ai ri de nouveau. J'ai commencé à me réveiller sans cette tension familière dans la poitrine, celle que l'on ne remarque pas avant qu'elle ne disparaisse. Il s'avère que la paix n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas. Elle arrive juste doucement, comme la lumière du matin à travers des fenêtres ouvertes. Puis, un soir, j'ai reçu le message. Il venait d'Evelyne, court, sec et, pour une fois, dépourvu d'élégance. Je regrette la façon dont les choses se sont déroulées.
J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'aimerais avoir une seconde chance. Je l'ai regardé fixement pendant un moment, laissant ces mots en suspens, numériques et désespérés. Une partie de moi pensait que je ressentirais de la satisfaction, ou peut-être de la colère. Mais ce que j'ai réellement ressenti, c'est de la distance. Comme si elle n'avait plus accès à la version de moi qui avait besoin de quoi que ce soit d'elle. J'ai donc répondu par une seule phrase. Tu as eu toutes tes chances. Tu les as juste utilisées pour essayer de m'effacer. Ni plus, ni moins. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être embellie. Elle se suffit à elle-même. Ils ont essayé de me mettre de côté. Je ne suis pas restée immobile, j'ai commencé à avancer. Et je n'ai jamais regardé en arrière.